Bonjour à tous et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévision. Les marchés actions continuent de battre des records. Alors, comment expliquer cette ascension et surtout, est-elle pérenne? On voit ça tout de suite avec Rachid Medjaoui. Rachid, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés, on vient de le dire, battent des records. Mais est-ce que depuis quelques jours, ça ne plafonne pas? Alors effectivement, vous avez raison. D'abord, la tendance est restée franchement positive, même s'il y a eu des journées, comme d'habitude, de correction, de 2-3% est devenu un peu la norme. Oui, ça plafonne parce que, de nouveau, ces marchés qui ont pour le moment été portés par cette vague de liquidité, création monétaire forte de la plupart des banques centrales, normalisation d'un certain nombre de problèmes, sont aujourd'hui, cherchent des réponses claires aux questions, aux facteurs d'interrogation, la politique monétaire de la Fed, la crise en zone euro, la croissance chinoise, et puis bien entendu cette remontée des taux longs qui surgit, qui revient de nouveau sur le devant de la scène. Alors effectivement, on observe des tensions assez vives sur certains taux. Est-ce que c'est inquiétant? Alors, à ce stade, non. Cette remontée des taux longs était en partie anticipée. Elle traduit l'amélioration dans certaines parties du monde des perspectives de croissance, et notamment aux États-Unis. Maintenant, c'est un facteur clé et c'est un défi parce que, bien entendu, les taux longs sont tellement bas à la suite de cette manipulation des banques centrales depuis la crise de 2008, que beaucoup d'investisseurs et les marchés redoutent, non pas une montée, mais en tout cas une remontée trop forte et trop rapide des taux longs. Alors, est-ce qu'il faut craindre ce scénario que certains appellent krach obligataire? Ce n'est pas notre sentiment. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les banquiers centraux, la Réserve fédérale, la Banque du Japon et autres banques d'Angleterre peuvent assez facilement absorber, je dirais, les émissions nettes d'obligations, notamment en provenance des États, pour les prochains mois. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il est clair que si les investisseurs qui détiennent des stocks énormes d'obligations, puisque c'est la classe d'actifs qui a été achetée très fortement depuis maintenant plusieurs années, se mettent à devenir très pessimistes pour un certain nombre de raisons, l'inflation, l'incapacité des banquiers centraux à contrôler tout ça, et que ces investisseurs mettent sur le marché ces stocks d'obligations, là il y aura un problème. Mais ce n'est pas notre scénario, et donc aujourd'hui nous traduisons ça plutôt comme, je dirais, de la volatilité. Certes, ça remonte un peu vite, mais ça ne doit pas aller très très loin normalement. Et en Chine, le ralentissement se poursuit, ça vous inquiète toujours pas? Écoutez, on continue. Alors, on est extrêmement vigilant. C'est peut-être le facteur sur lequel on a le plus d'interrogations. Je disais, sur les remontées et taux longs, on est également vigilant, mais on pense que ça doit être gérable. Sur cette question du ralentissement de la croissance en Chine, on continue pour le moment à ne pas la voir comme une menace, je dirais, très très négative. Pourquoi? Parce que, je dirais, le bon côté de ce ralentissement, c'est que ça met une pression baissière sur les matières premières. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les pays développés, consommateurs de matières premières. Ça augmente le pouvoir d'achat, ça ralentit l'inflation, ça rend extrêmement confortable les banquiers centraux. Deux, ce ralentissement est complètement assumé, voulu par les autorités chinoises. Elles communiquent très clairement dessus en disant qu'elles veulent ou qu'elles sont prêtes à sacrifier de la croissance de court terme pour se concentrer sur un certain nombre d'éléments potentiellement déstabilisateurs. Et on pense tous à cette réforme du système financier, à cette banque ou à ce système financier de l'ombre, shadow banking. On sait qu'il y a eu beaucoup de financements depuis plusieurs années qui étaient des financements non pas occultes, mais qui échappaient à la régulation. Et il y a un risque effectivement qu'on ait financé des projets finalement spéculatifs. Donc pour le moment, notre réponse est de dire que ce ralentissement est gérable, que les autorités chinoises ont les moyens d'ici la fin de l'année de relancer tout ça, non pas par de la relance budgétaire, mais par des vraies réformes, notamment sur l'urbanisation. Ils veulent accélérer l'urbanisation, ça c'est très bon pour la croissance. Ils veulent faire de nouveau une réforme des terres agricoles, mais attention, si jamais cette croissance devait ralentir beaucoup plus fortement qu'on le pense, c'est-à-dire casser la zone des 7%, il est clair que la question des créances douteuses deviendrait potentiellement un facteur de risque important. Alors, dans la zone euro, maintenant, on voit une poursuite de la baisse des taux dans les pays dits périphériques, les fameux pays fragiles. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise dans la zone euro n'est plus finalement qu'un mauvais souvenir? Alors, non, ça veut dire surtout que la normalisation se poursuit. Ça veut dire aussi qu'effectivement, de plus en plus d'investisseurs sont aujourd'hui convaincus, comme nous l'étions depuis déjà plusieurs mois, que le risque d'implosion
a quasiment disparu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette baisse des taux en zone euro, en réalité, elle se constate surtout dans les pays les plus fragiles, c'est-à-dire Portugal et surtout Grèce. Il faut savoir que les taux grecs, aujourd'hui à 8%, ont perdu 8 points depuis le début de l'année. Ils étaient à 16%. Et ça traduit bien cette idée que, certes, les choses restent extrêmement fragiles, mais la direction est plutôt bonne. Maintenant, il y a des défis encore énormes, je dirais, pour aller jusqu'au bout de cette refondation de la zone euro, et notamment un certain nombre de réformes structurelles. L'union bancaire, clairement, c'est un sujet qui va revenir très rapidement sur la table. Alors vous avez raison de le dire très rapidement, puisque fin juin, il y a un sommet européen. L'année dernière, on se souvient des annonces qui avaient provoqué un véritable tournant. Est-ce que cette année, en juin, là, on devrait avoir de bonnes surprises? Alors, il n'y a pas d'attente. C'est assez intéressant, contrairement aux années précédentes. Il n'y a pas d'attente parce qu'effectivement, la situation est plutôt en train de se normaliser. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut surveiller ce sommet pour deux raisons. D'abord, on a déjà eu une inflexion. Vous l'avez vu, Bruxelles, ça y est, c'est officiel, a confirmé l'assouplissement des calendriers, je dirais, des politiques d'austérité budgétaire. La chose est relativement simple. On laisse plus de temps aux pays pour réduire leur déficit budgétaire et donc, par définition, la pression baissière sur la croissance économique va un petit peu s'atténuer. Maintenant, le vrai tournant, il pourrait venir d'où? Il pourrait venir finalement d'annonces qui porteraient justement sur des aides pour faire essayer de repartir cette croissance en 2014. Et là, on a quelques signes, je dis bien quelques signes, ce n'est pas officiel, qu'il va falloir surveiller en provenance de Berlin, c'est ça qui est intéressant, où dans certains articles de presse, les politiques allemands laissent fuiter le fait qu'ils seraient peut-être prêts à, je dirais, défendre des initiatives d'aide pour la croissance économique. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça voudrait dire, si c'est officiel et si c'est annoncé lors de ce sommet, par exemple, que là, on a de nouveau un autre tournant important, qui est un tournant où les politiques d'aide pour la croissance commenceraient à prendre le pas sur les politiques d'austérité budgétaire. Donc oui, il faudra surveiller ce sommet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous restez surpondéré sur les marchés actions? Alors écoutez, vous le savez, nous étions très surpondérés. Nous préférons plutôt réduire la voilure parce que, vous avez vu, globalement, il y a quand même un certain nombre de questions et je dirais la période où les marchés ont été simplement portés par cette réduction de la prime de risque, cette politique de liquidité extrêmement abondante, tout ça n'est pas terminé, le potentiel est là, mais on voit bien que maintenant, il faut apporter des réponses un peu plus concrètes à toutes ces questions. Et puis deuxièmement, même si nous ne sommes pas trop inquiets par la remontée des taux longs, je le disais tout à l'heure, nous ne mettons pas dans notre scénario de krach obligataire, eh bien, il va falloir que les marchés quand même digèrent cette remontée des taux longs et ce changement de transition où on sait très bien dans quelques trimestres, la Réserve fédérale va commencer à fermer, même de manière graduelle, le robinet de la liquidité. Alors, pour reprendre vos termes, vous réduisez la voilure sur les marchés actions, mais au niveau géographique, quelles sont les zones que vous favorisez et celles au contraire dont vous éloignez? Alors écoutez, ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on continue, nous par exemple, à être extrêmement positifs sur les perspectives de croissance aux États-Unis, même si à court terme il y a un ralentissement. On considère qu'il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire là-bas, l'immobilier, le gaz de schiste et plus récemment des très bonnes nouvelles sur, je dirais, le dossier budgétaire, puisque le déficit budgétaire américain se réduit beaucoup plus vite que ce qui était anticipé. Et malgré tout ça, nous préférons plutôt privilégier l'Europe, la zone euro à court terme, parce qu'il n'y a pas d'attente, parce qu'il y a peut-être ce sommet de fin juin qui pourrait améliorer les choses, parce que, je le disais tout à l'heure, les taux longs des pays très en difficulté qui ont posé beaucoup de problèmes les dernières années continue de baisser alors même que les taux remontent un peu partout dans le monde. Donc notre podium, c'est l'Europe, et en particulier la zone euro. Derrière, il y a bien entendu les États-Unis. Et puis enfin, le Japon, que nous avions énormément privilégié, qui a fortement monté, qui connaît des corrections à la hauteur de la hausse. On avait fait 80%, on corrige d'à peu près une dizaine de pourcents. Donc nous préférons là aussi donc, réduire la voilure sur le Japon. Et nous restons toujours à l'écart des émergents, même si le moment où on va peut-être rentrer dans ce marché commence à approcher. Donc la réduction de cette voilure se fait en grande partie
par notre réduction sur notre surpondération que nous avions sur le Japon. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, vous venez de le redire, il y a des tensions sur les taux longs dans de nombreux pays. Alors, est-ce que ce mouvement est durable et qu'est-ce que vous faites? Alors, on a de nouveau retrouvé des niveaux, des points hauts qu'on avait vus en janvier. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le mouvement. On n'a pas cassé encore des seuils extraordinaires. Nous pensons que les taux longs américains qui sont passés de nouveau au-dessus des 2%, hein, on est autour de 2,10, 2,15. On pense qu'il y aura une stabilisation. On ne voit pas très bien pourquoi ce dérapage se poursuivrait comme ça, sauf à ce qu'on ait comme ça des très très bonnes nouvelles économiques inattendues. Donc là-dessus, nous sommes plutôt stables. Sur les taux en zone euro, les taux allemands et les taux français qui les suivent de très très près, là, il est possible que la tension se poursuive, en ligne avec peut-être ces annonces, peut-être encore une fois, d'aide sur la croissance économique. Et donc, on a un positionnement effectivement légèrement, mais pas très fortement, légèrement sous-pondéré sur les obligations dites sûres. En revanche, on continue à être plutôt surpondéré sur toutes ces obligations périphériques, italiennes, espagnoles, irlandaises, où l'on considère que le mouvement de réduction, en tout cas du spread, ou des écarts vis-à-vis de l'Allemagne, n'est pas terminé. Alors maintenant, sur les obligations privées, on arrive maintenant à des niveaux très bas en termes de taux et donc en termes de spread. Alors, est-ce qu'il faut rester investi ? Alors, force est de constater que la poursuite de l'amélioration ne s'est pas démentie sur le mois de mai. Ces fameux écarts ou spreads ont continué à se réduire de l'ordre d'à peu près de 15 centimes. On arrive sur des niveaux effectivement extrêmement bas. Cela étant, nous continuons de penser qu'il n'est pas encore temps de quitter cette classe d'actifs, en tout cas pas complètement. Pourquoi ? Parce que les liquidités sont toujours abondantes. Oui, on parle peut-être dans les prochains mois d'un début de restriction de cette masse de liquidités si la Réserve fédérale passe vraiment à l'action, mais ces liquidités restent très importantes. Il y a une recherche du rendement qui est juste démentielle de la part des investisseurs, donc la demande est très forte. Côté émissions, ça augmente, mais nous n'avons pas non plus des émissions, des rythmes d'émissions à ce point qui peuvent faire monter les taux longs. Donc nous restons plutôt positifs. Maintenant, il faut faire très attention. Il y a un certain nombre de segments du marché du crédit sur lequel il faut faire attention. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, les spreads, les spreads surtout sont très bas, mais sur la période 2005-2007, et notamment 2007, on est encore loin des niveaux de 2007. On est encore loin, hein, quand on prend des spreads d'émissions triple B par exemple, parce que c'est les plus sensibles par définition, eh bien on est encore très très loin du niveau qui avait été atteint fin 2007, juste avant le début de la crise. Donc il n'y a pas encore d'exagération forte pour nous. Alors dernier sujet, les devises. Ça fait plusieurs mois que vous êtes positif sur le dollar, mais le dollar finalement n'a pas tant progressé que ça. Alors, est-ce que vous changez votre position ? Non, on maintient notre idée que, in fine, il y a beaucoup plus de chances que le dollar s'apprécie contre l'euro que le scénario inverse. Mais vous avez raison, il s'apprécie, mais pas de manière forte. Alors, on garde ce sentiment, enfin, cette position, vous comprenez très bien pourquoi. Le différentiel de croissance est tellement important aujourd'hui à venir entre l'Europe et les États-Unis. La Réserve fédérale, même si nous ne sommes pas extrêmement pressés sur le fait qu'elle change de politique, quand même, si nous avons raison, en fin d'année, elle va commencer à communiquer de plus en plus sur la réduction de ses liquidités. Donc on voit cette hausse du dollar, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus d'ambition extraordinaire parce que du côté européen, la balance commerciale de la zone euro est excédentaire. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'une des conséquences positives de l'amélioration peut-être de la situation en zone euro, c'est que les investisseurs commencent à raisonner de plus en plus global et non plus pays par pays. Et quand on raisonne au niveau de la zone euro, au niveau global, comme pour les États-Unis, eh bien, on a des fondamentaux qui sont plutôt pas trop négatifs. Rachid, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage de l'actualité économique et financière et on se donne rendez-vous le mois prochain.